Finalement, dès le départ, on était fait pour s'entendre. Hmm. Tu veux dire les Francs, les Francs, les Bretons? Ouais. Bah, quelque part, c'est vrai, vous avez jamais vraiment réussi à nous battre, quoi. Bah, vous non plus. On fait des matchs nuls. Bah, attends, quand même, la bataille, là. Non, non, c'est des conneries, ça. Quoi? Bah oui, la fameuse bataille. Non, mais attends, faut bien comprendre une chose. La défaite, entre guillemets, soi-disant, de l'Empire carolingien. Ouais, parce qu'on peut encore parler d'Empire à ce moment-là. Contre la Bretagne, ça, c'est du pipeau qui a été. Enfin, du pipeau, c'est que ça a été augmenté, en fait, exagéré par les chroniques plus tardives, pour essayer de faire voir une immense victoire des Bretons et d'une défaite des Carolingiens. Enfin bon, j'ai lu des articles complètement délirants sur le sujet. Ouais, il s'est passé quoi alors en fait? Non, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la première expédition que fait Charles de Chauve, ça doit être, oui, Charles de Chauve, en Bretagne. Au même moment, il y a la Gascogne. Enfin, pas c'est pas encore la Gascogne à l'époque d'ailleurs. Mais on va dire le sud-ouest. Le sud-ouest qui est en révolte, il est plus ou moins en guerre larvée avec ses deux autres frères. Et il y a le- il doit être duc, du coup, le duc Lambert, qui donc est installé dans l'actuelle Normandie, qui est en révolte contre lui également. Alors déjà, ce qui est absolument certain, c'est que donc au moment où Charles de Chauve donc attaque, il a tout son pays qui est en révolte, quasiment. Et il a des menaces sur toutes ses frontières. Donc il ne peut pas évidemment envoyer une immense expédition. Lambert est un ennemi acharné de la monarchie carolingienne. Le reste, comment dire, plus de la, je voulais dire là dans le sens plus la famille quoi. Vas-y, continue, c'est intéressant. Donc, Lambert, qui était donc un franc, et qui avait donc une armée de francs avec lui, il est absolument certain qu'il était allié au roi de Bretagne. Alors je ne sais plus si c'est Nominoé, enfin, aux dirigeants bretons. Ah ouais, Nominoé, ok, ouais, d'accord. Donc déjà, ça c'est certain. C'est pas possible. Lambert est un ennemi acharné, il est en révolte contre Charles depuis des années. Il y a la Bretagne qui se révolte. Charles envoie une expédition. Il est absolument certain que Lambert a envoyé des contingents. Les sources sont, comment dire, les sources historiques sont comment dire, pas assez précises à l'époque, malheureusement. Il y a quand même beaucoup de détails grâce aux annales de Saint-Bertin, aux annales de Fulda. Un peu après, on trouve aussi dans Réguilon de Prume quelques informations. Mais voilà, il faut aller chercher aussi dans la poésie, poésie épique comme Hermel le Noir pour essayer de comprendre tout ça. Il faut aussi lire le poème à la louange de Victoire de Louis. Ça doit être Ludwig le Ludwig aussi, qu'il faut absolument lire le Ludwig. Peut-être ce serait intéressant, je demande à un spécialiste si on sait comment se prononcer le Ludwig, ce serait intéressant de faire des scansions. Et donc tu disais, donc ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, si on lit qu'est-ce qui est écrit dans les annales de Saint-Bertin, en fait, il envoie un petit contingent, il s'aperçoit qu'il n'a pas assez de force pour battre les Bretons et il repart. Voilà, ce qui était c'était certain d'ailleurs. Et donc, mais après, du coup, ça a été, alors ça doit être du don de Saint-Quentin, il me semble, qui raconte ça, son récit est totalement légendaire, suffit de voir le début, enfin c'est n'importe quoi. C'est après celui-ci qui va, comment dire, qui va exagérer en fait ce match nul et en faire une immense victoire, etc., etc. Parce que faut pas se leurrer, hein, je veux dire, si Charles il avait toute son armée, il avait tout son pays qui était tranquille et qui balançait les scarabées carolingiennes sur la Bretagne, c'était plié. Hein. C'est juste une question, c'est une question de nombre en plus là en l'occurrence, puisque de toute façon ils adoptaient le même, ils adoptaient. Ah non, mais, ah non, c'est faux d'ailleurs. Au départ, justement, on nous fait croire qu'en fait ils auraient gagné parce qu'ils auraient utilisé les techniques de harcèlement de loin, alors que les autres ici sur la cavalerie lourde. C'est complètement faux, puisque justement l'armée carolingienne à cette époque-là était modelée exactement sur l'armée parthe. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que tous les cavaliers étaient équipés, tous les militaires étaient équipés d'arcs, que ce soit la cavalerie légère ou la cavalerie lourde, et tous utilisaient l'arc. Et justement, ils se battaient exactement comme les parthes, c'est-à-dire qu'ils alternaient des phases de harcèlement où ils tiraient en fait
ils tiraient des volées de flèches, des volées de flèches, des volées de flèches, des volées de flèches, jusqu'à ce que les adversaires se mettent comme la testudo-romaine, c'est-à-dire se regroupent pour essayer d'avoir une formation compacte de défense. Et au moment où ils font ça, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont groupés et tout, donc les flèches ne les touchent plus, mais par contre, ils peuvent plus se déplacer. Et c'est à ce moment-là qu'ils envoient la cavalerie lourde. Exactement comme chez les Parthes. Donc à partir de là, ils envoient la cavalerie lourde. La cavalerie lourde rentre dedans, charge, défonce. Les mecs, étant donné qu'ils ne sont pas en position pour se défendre, l'impact, quand ils frappent, est tellement puissant qu'il tue évidemment le mec qui est le premier rang, mais il projette le deuxième, il transperce également le deuxième rang, parce que ça c'est quand même attesté. Et c'est tout à fait possible par rapport à l'élan qu'il y a. C'est attesté dans les récits qu'on a de la bataille de Caraë. Donc voilà. Donc, juste comme ça, c'est pour rappeler Heureusement que je suis là pour le dire ça, hein, parce que putain, tout ce que je suis en train de vous raconter, il n'y a aucun historien, je dis bien aucun au monde qui l'a déterminé ça, qui a été capable de nous rappeler qu'est-ce que cette vérité-là. D'accord? Donc, je suis le spécialiste mondial de l'armée carolingienne. Voilà. L'armée carolingienne était modelée sur l'armée parthe, comme je viens de l'expliquer. Voilà. Donc, les Bretons n'auraient eu aucune chance. Pourquoi ils n'auraient eu aucune chance, les Bretons? Parce que non seulement ils étaient beaucoup plus nombreux, les Carolingiens, mais en plus les Bretons, eux, n'avaient que justement des archers et de la cavalerie légère. Et ils n'avaient pas de cavalerie lourde qui chargeait. Alors ça, on en a une illustration. On en a une illustration. Je crois que c'est dans les bandes de Noir. Hein. Oui, tout à fait, c'est dans les bandes de Noir. C'est la première partie est sur la prise de Barcelone. Et après, il y a l'expédition. Alors soit c'est... Non, je pense à peu près certain que c'est Hermol le Noir. À moins que ce soit dans une des biographies de Louis le Pieux. Je ne sais plus, c'est pas bien grave. Ça, après, les détails, vous irez chercher. Et on a la description d'un duel, d'un combat entre un Carolingien et un Breton, et on voit très bien, et des manières dont c'est écrit et décrit, les deux manières de se battre. On voit que le Breton, il jette des javelots, il cherche à harceler de loin, etc. Et on voit le Carolingien qui nous montre la première attestation dans les documents d'une charge horizontale d'une cavalerie lourde d'impact. Alors que dans tous les livres que vous pouvez regarder, y compris les encyclopédies partout, on vous dit que ça commence au XIe siècle. Il y en a qui vont, allez, ils sont sympas. Ils font commencer ça à la bataille, alors ça doit être, je sais plus, c'est Lechfeld, un truc comme ça, Lecht. Enfin, la bataille où les Hongrois ont été vaincus par, ça doit être Othon, oui c'est Othon à l'époque. Et on dit que c'est là. En fait, c'est beaucoup plus tôt. Les premières, quand on voit déjà les premières descriptions sur des enluminures, on a des dessins, des peintures en fait qui représentent les scarrés carolingiennes. On voit déjà qu'il y a les étriers qui sont très bien représentés. Donc s'il y a étrier, il y a automatiquement charge horizontale. Donc la réalité en fait, c'est que contrairement à ce qu'on dit, c'est à peu près certain que c'est Charlemagne qui a fait cette révolution de l'armée carolingienne en l'adaptant en fait, en le modelant sur le modèle de l'armée parthe, hein, et que c'est grâce à cette révolution qu'il a réussi justement à envahir toute l'Europe. Voilà donc l'histoire. Donc en fait, les Bretons ont quand même, et sont tenus à bien résister. On dit, nous on va se battre jusqu'au bout en fait. Donc il s'est arrivé et dit, bon là je peux pas envoyer toutes les scarabées, je vais pas balancer tout ça. Ils sont déterminés parce que c'est ça en fait qu'il faut retenir. Ah ouais, d'accord. Oui, ouais, mais ça, c'est les Bretons, hein. Tête de con, hein. Oui, comme les Gascons. Non mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on s'entend bien en général, les Gascons et les Bretons. Alors c'est bien de le répéter quand même, il faut savoir que l'essentiel de l'armée de Jeanne était composé de Gascons et de Bretons, qui étaient d'ailleurs tous les deux dans des régions qui étaient officiellement vassaux. Alors la Bretagne était vassale du roi d'Angleterre, et pas véritablement occupée, mais la Gascogne, alors c'était encore pire, la Gascogne était vassale du roi d'Angleterre, en plus c'était occupé par l'anglais. Justement, ça donnait les routiers, c'est-à-dire que tu as tous les Gascons qui étaient du côté des gentils, tous les Gascons gentils, qui sont partis, qui se sont barrés et qui ont rejoint, non pas Charles VII probablement, mais Jeanne en fait. Parce que finalement Charles VII, en fait ils sont venus voir Charles VII, mais à mon avis il n'aimait pas trop. Hein. Enfin, quand on regarde les sources, bof. Mais quand ils ont vu Jeanne, ils disent c'est parti, et puis tout reste bien là. Voilà, on a un peu digressé, mais bon voilà, on s'en branle. Mon joie.